Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Débats du Web. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet spécial. Euh, Vous avez sans doute entendu les déclarations de Donald Trump qui reconnaît la capitale de la Palestine, non, d'Israël, comme étant Jérusalem. Alors qu'est-ce que cette décision finalement va avoir pour conséquence, je dirais? Bah déjà justement, c'est qu'un pays, un grand pays, une nation puissante, va reconnaître la capitale d'Israël comme étant Jérusalem. Et ceci au détriment du peuple palestinien qui également reconnaît Jérusalem comme sa capitale et au détriment aussi, je dirais, des accords internationaux qui font en sorte de partager Jérusalem entre Palestiniens, je dirais, et Israéliens pour éviter les conflits d'attribution. Parce qu'il faut savoir que le problème de Jérusalem, on va dire, c'est que c'est une ville multiculturelle, je dirais, puisque toutes les grandes religions monothéistes y ont consacré des lieux de culte. Pour les chrétiens, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est, je suis désolé. Pour les juifs, il s'agit du mur des lamentations. Pour les musulmans, il s'agit de la mosquée Al-Aqsa, la mosquée au Dôme d'Or. Et tous ces bâtiments, tous ces monuments ont une histoire propre aux religions, propre aux cultures. Ce qui fait que Jérusalem est difficilement attribuable à un État en particulier. Maintenant, pourquoi ça ravive les tensions? Parce que Israël et la Palestine se sont toujours disputés ces terrains. Et les accords internationaux ont fait en sorte de maintenir un statu quo qui permet d'éviter tout conflit par rapport à ce territoire-là. Et Jérusalem avait donc pour particularité d'avoir Jérusalem Est comme appartenant à la Palestine et Jérusalem Ouest appartenant à Israël. Cependant, on peut voir, il y a un conflit dans le sens où Israël, dans les années 2000, avait reconnu Jérusalem en entier comme capitale d'Israël et du peuple palestinien, du peuple juif de manière totale, éternelle et indivisible. Ceci en désaccord total avec les accords internationaux qui ont déjà été conclus. Et ceci, ça va raviver des tensions, parce que si Israël dit Jérusalem est à moi, les Palestiniens nécessairement diront non, Jérusalem n'est pas à vous, Jérusalem est à nous. Et fatalement, ça va créer du conflit. Et les États-Unis qui intervenaient alors jusque-là en pays entre guillemets neutre pour résoudre les tensions qui existent entre Israéliens et Palestiniens, jouaient ce rôle de médiateur. Et maintenant qu'ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ça les prive totalement de ce rôle-là, et ça ne fait que mettre le pas vers de nouveaux conflits. Et les conflits qui existent entre Israël et la Palestine ne datent pas d'hier. Suite aux déclarations de Donald Trump, on a pu entendre le chef du Hamas, le mouvement armé palestinien, appeler à une nouvelle intifada, une troisième intifada. Alors, bon, pour l'instant, on n'a pas d'intifada. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Alors, d'abord, on va bien cadrer les choses. C'est quoi une intifada? Une intifada, ça vient de l'arabe qui veut dire soulèvement. Et ça se caractérise justement par une lutte armée
une lutte populaire armée contre le gouvernement, contre un gouvernement en place. Et l'histoire a retenu deux grandes intifadas en Palestine. L'intifada, la première date de 1987, celle qu'on appelait la guerre des pierres, qui a été très médiatisée, qui a fait beaucoup de morts côté palestinien et des morts aussi côté israélien, mais j'ai envie de dire dans des mesures beaucoup plus moindres. On en compte à peu près 1200 morts du côté palestinien pour la première intifada et un peu plus d'une centaine de morts côté israélien, et avec la particularité que le côté israélien c'était essentiellement des militaires qui sont morts, alors que côté palestinien on a eu beaucoup de civils qui y sont passés. Et c'est ça le problème de la guerre israélo-palestinienne, c'est que ce ne sont pas deux armées qui s'affrontent. Ce sont vraiment une armée qui massacre un peuple. Et ça a été prolongé, je veux dire, ça a continué. Faut pas croire qu'à la fin de la première intifada, ça s'est réglé à l'amiable. On a eu des accords d'Oslo. À la fin de la première intifada, il y a eu ce qu'on appelle des accords d'Oslo. Ces accords donc, qui ont été conclus à Oslo, vous vous en doutez bien, ils ont eu pour but de mettre fin au conflit israélo-palestinien en reconnaissant d'une part un État d'Israël existant, ayant pour capitale Tel Aviv et ayant pour territoire à Jérusalem-Ouest, et de l'autre côté, un État de Palestine avec un gouvernement palestinien qui est l'autorité palestinienne, autorité plus ou moins fantoche aujourd'hui, mais bon, et qui était piloté, je vais dire, dirigé par Yasser Arafat. Le problème de ces accords d'Oslo, c'est qu'ils n'ont pas du tout été respectés. Pas du tout été respectés. Je dirais pas par qui ou par quoi ou comment, ou parce que ça encore, c'est sujet à discussion, on va dire, et je suis pas là pour entrer dans la polémique, mais simplement, ces accords n'ont pas été respectés, ce qui est, je dirais, dommage, puisqu'on touchait du doigt un accord de paix. Et fatalement, on a eu le droit à une deuxième intifada. Et cette deuxième intifada qui a commencé en 2000, elle a commencé par une déclaration du Premier ministre de l'époque, qui était Ariel Sharon, qui est allé jusqu'à l'esplanade des mosquées, donc là où se trouve la mosquée Al-Aqsa, et a déclaré que Jérusalem tout entier était territoire des Israéliens et capitale du peuple juif. Fatalement, vu la valeur qu'a Jérusalem, ça a provoqué une tollée. Une tollée dans le monde, musulman, mais plus particulièrement en Palestine. Ce qui a provoqué donc cette fameuse deuxième intifada, où là, on a eu près de 3000 morts palestiniens. Et bon, après, je prends les chiffres selon le Figaro, 1000 morts israéliens, mais personnellement, j'ai pas mal de doutes sur ces chiffres qui ont été donnés, tant du côté des morts palestiniens que du côté des morts israéliens. Et donc aujourd'hui, on en arrive à ce que Donald Trump, malgré, je vais dire, ce qui a été fait dans le passé, et j'ai envie de dire surtout, malgré la deuxième intifada, on arrive à ce que Donald Trump reconnaisse Jérusalem comme capitale de l'Israël. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même assez dramatique, très même dramatique, parce que les États-Unis n'ont pas du tout, mais du tout, pas du tout, tiré les conséquences des erreurs passées. On sait très bien que Jérusalem occupe une place importante dans le cœur des Palestiniens, mais je dirais dans le cœur de la culture mondiale. C'est une ville sainte. Pour
toutes les religions. Et le fait de déclarer qu'elle appartient à tel ou tel État, nécessairement, ça va raviver des conflits, et M. Trump ne devait que le savoir. C'est le président des États-Unis, une des premières puissances mondiales. Alors, j'ai entendu beaucoup de... J'ai regardé, pas entendu plutôt. J'ai regardé pas mal d'articles qui disaient tous que M. Trump a pris cette décision en toute ignorance du passé et en toute ignorance de la situation qui existe entre Israël et la Palestine. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Je pense que M. Trump c'est un homme d'affaires et il est plongé dans le monde des affaires, de ce qui concerne les États-Unis, en tout cas le business américain, et n'a pas en considération des vrais problèmes politiques qui peuvent exister au Moyen-Orient. Mais je pense également et surtout que M. Trump a cédé face aux lobbies sionistes qui existent aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que le plus grand pays juif, c'est pas Israël, c'est bien les États-Unis. Et je dis bien à lobby sioniste, puisque je refuse, et que ceci soit bien entendu, je refuse d'assimiler les Israéliens, et plus particulièrement le gouvernement israélien, aux Juifs. Les Juifs, c'est une religion. Le judaïsme, excusez-moi, c'est une religion. Les Juifs pratiquent le judaïsme. Et Israël est un État. Un État sioniste, qui plus est. Alors, ça m'amène maintenant à faire la distinction entre c'est quoi le sionisme. Le sionisme, c'est le fait de reconnaître un État pour le peuple juif. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations bibliques. Certains considèrent que les Juifs doivent avoir une terre, cette fameuse terre promise dont le prophète Moïse avait pour mission de conduire les Juifs. D'autres considèrent que non, parce que le peuple hébreu, le peuple juif, c'est faux de dire ça, c'est plus le peuple hébreu. Le peuple hébreu a fauté gravement et été condamné à l'errance. Pour ça que Moïse n'a pas accompagné les Hébreux dans le Sinaï. Voici les deux théories. Moi, je ne vais pas apporter ma considération là-dessus. Simplement pour dire que voilà, les sionistes pensent que oui, il faut un État d'Israël. Et encore, dans la mouvance sioniste, il existe deux branches qui sont plus ou moins différentes. D'une part, on a les post-sionistes qui revendiquent un État d'Israël, mais qui sont pour une solution à deux États, c'est-à-dire un État palestinien et un État israélien. Puis il y a les néo-sionistes qui, eux, revendiquent l'intégralité du territoire palestinien comme étant le leur, comme étant le territoire Israël. Alors cette mouvance n'est pas majoritaire, mais en tout cas c'est elle qui a le pouvoir en Israël, et c'est celle qui est conduite par le président actuel d'Israël, à savoir Benjamin Netanyahou, celui qui était hier à Paris et qui serrait la main du président Macron. Alors, pour revenir aux États-Unis, je disais que le plus grand pays qui compte le plus de personnes de confession juive dans le monde, c'est les États-Unis. Et que par ce fait, il existe beaucoup de lobbies sionistes dans le Parlement, dans le Parlement américain. Et ces lobbies sont quand même très puissants et exercent une vraie pression sur
exerce une vraie pression sur l'exécutif américain et sur le président Donald Trump. Fatalement, on pourrait dire que oui, Trump a cédé à ses lobbies. Et je pense que c'est en partie vrai. Maintenant, on est en présence de ce fait. Les États-Unis souhaitent reconnaître Jérusalem comme la capitale de la Palestine. Excusez-moi, mais je m'embrouille. Comme la capitale d'Israël. Beaucoup disent que cette décision n'aura pas d'effet. En tout cas, en tant que telle, aura pas d'effet. L'ambassade n'ira peut-être pas forcément et véritablement à Jérusalem. Cependant, Monsieur Trump a rallumé une flamme, a ouvert une boîte de Pandore qu'il ne fallait surtout pas ouvrir. Et cette boîte de Pandore, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient la rage d'un peuple, celui de la Palestine, qui depuis des années se bat pour pouvoir récupérer ses terres. Et quand je dis ça, c'est avec des preuves, je dirais pas avec des preuves, mais avec des faits historiques qui vont dans ce sens-là. Je viens de recevoir un message juste d'un des viewers qui nous dit: il faut savoir qu'aux USA, certains organes influents en politique étrangère maintiennent le statu quo, peu importe le président, notamment le département d'État. Trump a aussi pris cette décision pour s'inscrire en rupture dans un paysage diplomatique américain figé. Trump avait promis du changement, la promesse est tenue. Oui, oui, c'est un peu ce que c'est pas faute, c'est un peu ce que je disais. Il existe, oui, des lobbies qui font pression pour qu'Israël soit reconnu comme tel et que Jérusalem soit reconnu comme cette capitale. Mais c'est vrai qu'il existe au Parlement américain des groupes qui veulent maintenir le statu quo. Mais pour répondre, je dirais quand même que il faut tout de même reconnaître que ces groupes, comparés aux lobbyistes, font quand même pas le figure. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que les lobbyistes font pression et ont peut-être poussé Donald Trump à prendre cette décision. Et il n'en demeure pas moins que durant pas mal d'années, enfin en tout cas durant les précédents mandats des précédents présidents américains, on avait, je vais dire, une gestion en bonne et due forme, si on peut dire, du statut de Jérusalem et de ce fameux statu quo. L'exemple le plus marquant étant les deux mandats de Barack Obama. C'est vrai qu'il existe des groupes qui maintiennent ce statu quo, il était utile de le rappeler. Simplement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à ce peuple palestinien qui revendique ses terres. En fait, il n'y a pas eu d'État avant cette fameuse rupture et cette coexistence entre deux États, entre deux terres, Palestine et Israël. On avait un territoire peuplé majoritairement par des Arabes, très majoritairement par des Arabes, si ce n'est pas dire quasiment en totalité, qui était ce qu'on appelait la région de la Palestine. Cette région était sous protectorat britannique. Et ça, c'était avant la Seconde Guerre mondiale.
pendant la Seconde Guerre mondiale, cette zone appartenait aux Britanniques. Elle était inscrite dans le territoire britannique, en tout cas son empire colonial. Suite à la deuxième guerre mondiale, enfin du moins pendant la deuxième guerre mondiale, les Britanniques avaient placé ce territoire sous protectorat de la couronne. C'est-à-dire que ce territoire était devenu autonome, mais était protégé par la couronne britannique. Puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais je veux dire immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a proposé au peuple juif, en tout cas aux juifs d'Europe qui ont été martyrisés par le Troisième Reich, on leur a proposé de venir s'installer sur ce territoire sacré, et d'y fonder l'État d'Israël. Pour ça, on a dit aux Palestiniens, puisque la région de la Palestine existait et elle était sous protectorat, on leur a dit vous faites moite-moite avec les nouveaux arrivants. Et disons que l'accord n'a pas franchement été bien accueilli, parce que on prévoyait de retirer aux Arabes qui peuplaient aux Arabes plus exactement palestiniens, de leur retirer la moitié des terres cultivables cultivables. En fait, on leur a proposé on leur a laissé les terrains rocailleux, on pouvait plus rien faire pousser, et on ne pouvait pas créer de l'industrie. Donc fatalement, les Palestiniens ont dit il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Mais on leur a pas laissé le choix. On leur a vraiment pas laissé le choix. Et ça a été fait à grand coup de je te le force, si t'es pas content, t'as qu'à faire une guerre. Et bien heureusement, fatalement, oui, il y a eu une guerre. Et cette guerre, elle a été donc soutenue par les Américains. Et soutenue par les Américains pour l'État d'Israël. Et de l'autre côté, on a eu donc les Palestiniens qui avaient le soutien des nations arabes du Moyen-Orient. Et donc, je fais l'histoire très rapide et je refais l'histoire très très rapidement, hein, parce que c'est une vidéo live, j'ai pas le temps de tout vous expliquer non plus. Cette guerre a vu déjà une première victoire, des Arabes sur l'État d'Israël qui était alors fondé. Mais on a eu une contre-offensive de l'État d'Israël soutenue par les États-Unis, qui ont repris et colonisé et qui ont repris le territoire qu'ils avaient initialement, plus le territoire palestinien, plus des portions du territoire palestinien, qui sont aujourd'hui les colonies ces fameuses colonies illégales. Et donc cette reconquête, on va dire, c'est ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, puisque avec les États-Unis, il a fallu 6 jours à Israël pour prendre ce territoire-là. Et donc aujourd'hui, on en est à un stade où Israël avance de plus en plus ce processus de